Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien le bonjour chers auditeurs, ce matin nous parlons d'entrepreneuriat. Pour en parler bien entendu nous allons songer à ces moments de bifurcation. Il y a des moments où l'on ne parle plus d'évolution mais de bascule. Pas forcément une crise, parfois une lassitude, parfois une évidence qui était toujours là. La fin de l'année approche, c'est le temps des bilans. Des questions que l'on diffère le reste du temps. Suis-je à ma place? Ai-je encore envie de cette trajectoire? Et si je changeais d'angle? Pour certains, ce déclic mène à l'entrepreneuriat, pour d'autres à un changement d'entreprise, de métier, de posture, quitter le salarié ou simplement quitter une routine, non pas par caprice mais par nécessité. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Et si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre, traditionnellement standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos invités. Bon, nous avons déroulé un certain nombre de sujets avec les auditeurs, mais je sais que le cœur est un peu ailleurs. On n'a pas cessé de commenter cette victoire d'hier depuis qu'on s'est retrouvés. Bon, ce matin, nous sommes, mais je précise d'abord pour ceux qui se joignent à nous, avec Smaïl Belgache, que vous connaissez, bien entendu, dans une tranche horaire un peu plus avancée, qui est entrepreneur et qui est cofondateur de Wafr, qui a eu un certain nombre d'aventures entrepreneuriales. Nous sommes avec Mariam Hello, qui est business coach, qui est également DG de Compétences Plus, donc qui a changé de casquette à un moment ou à un autre. Et effectivement, ça va être notre sujet du jour, parce que c'est le moment des résolutions. Le moment des projections. Des fois, on regarde ailleurs et puis arrive la fin de l'année, on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'ai l'envie, entre guillemets, d'aborder des sentiers que je n'ai pas nécessairement entrepris pendant un certain nombre de temps? Alors, je ne sais pas pourquoi ça te fait sourire, Mariam. Non, parce que Oui. je préparais donc l'émission ce matin, je préparais les notes et je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas il y a 14 ans pour devenir entrepreneur? Mais qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas? Oui. Et je pense qu'il y a une dose de folie chez l'entrepreneur, il y a une dose de rêve, d'ambition, il y a une dose de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est zama à la marocaine, ou les jibha à la marocaine. Il y a quelque chose du goût du risque qui, à un moment donné, elle se matérialise, soit parce qu'on se dit, Mziane, le salariat, j'ai tout donné, ça y est, j'ai fait le tour, etc. Ou là, j'ai un rêve qui est plus grand. Tu sais, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, et je me rappelle avec vraiment une pointe d'émotion, il y a ma mère qui me disait, Chouf Abinti, et ouais, d'abord tu vas quitter le salariat, tu vas quitter la sécurité, je c'est souvent un miroir. mais je t'assure, pendant je crois 6 mois, 1 an, je crois que j'ai travaillé de la maison. J'avais inventé le télétravail avant le télétravail, tu vois, parce que j'avais pas surtout les fonds nécessaires pour louer un espace de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, j'espère qu'on va parler des ressorts psychologiques, mais à un moment donné, l'entrepreneuriat, c'est vraiment du travail sur soi-même pour oser confronter à la fois ce que veulent l'entourage pour toi, ce qu'ils ont comme ambition pour toi, et ce que toi, tu veux pour toi, et le fait de dialoguer avec ta peur pour aller quand même de l'avant, même si tout le monde te dit « Non, surtout ne bouge pas, reste à ta place ». Mais c'est toujours au singulier. Alors, j'allais venir, Smaïl Bargage, parce que certaines personnes que j'ai pu interviewer dans d'autres contextes me disaient « Mon père est entrepreneur ». Ma mère aussi, mon grand-père est entrepreneur, et donc il y a quelque chose de naturel, on se met dans le pli naturellement. Quelquefois, on sort un peu des sentiers familiaux, des habitudes, et c'est quand même deux choses très distinctes. Donc c'est pour ça que la question est toujours très intéressante au singulier. Qu'est-ce qui fait que on s'est senti l'appétence pour prendre ce chemin-là, ce chemin de vie? Ce que vous dites est très intéressant parce que vous avez parfaitement raison. Moi personnellement, pour ce qui concerne cette question, je suis en déficit de mérite total parce que d'une part, je me suis toujours vu incapable de suivre la voie d'un salarié entre guillemets bon élève, c'est-à-dire faire ses horaires, obéir scrupuleusement à un patron, etc. L'impression que j'ai, c'est que j'aurais jamais pu faire ça et je suis extrêmement admiratif des personnes qui arrivent à le faire. Et de l'autre côté, j'ai un entourage qui m'a jamais, à l'instar de ce que vous disiez il y a une minute, qui m'a jamais mis une bâton dans les roues. Au contraire, ça a toujours été... Oui, il n'y avait pas la crainte. Pas du tout. Ils m'ont toujours poussé dans cette direction-là. Dès qu'ils ont senti que c'était la voie que je voulais prendre, c'est dans cette direction qu'on m'a poussé. Donc
Donc, Oui. Mais c'est pas la même chose. On parlait du public. Bon, soit le public nous pousse, soit effectivement on sent qu'il y a un peu moins d'envie, un peu moins d'allant. Mais j'allais dire, dans les deux cas, on a du mérite. Parce que finalement, rien n'est facile. C'est vrai qu'au Maroc, à l'instar de la France, j'ai l'impression qu'on a le syndrome un petit peu du diplôme, du statut et de l'entreprise, de la marque employeur à laquelle on appartient. Ça rassure nos familles respectives. En tout cas, le diplôme d'ingénieur ou le diplôme de l'école de commerce, dans telle entreprise parce qu'elle garantit l'évolution, le salaire, etc. Tu peux acheter un bien, tu peux faire des choses, etc. Oui. Donc ça rassure tout le monde, surtout sur l'investissement académique qu'ils ont eu sur toi et sur le retour sur investissement que tu peux avoir sur toi et pour ta famille. Donc il y a ce côté-là, diplôme, salaire, tout ça. Il y a l'idée, j'ai emmené mes enfants à bon port. Wusltom. Mais il y a ce côté-là de give back aussi. L'entrepreneuriat, pour le faire depuis 14 ans, alhamdoulilah, c'est une aventure. C'est une aventure avec énormément de risques. Et encore, j'ai la chance de vendre des services et si tu veux, je ne suis pas là en train d'investir sur des gros outils, des gros logiciels, des gros matériaux, etc. Donc, la gestion de la trésorerie, en fait, mes amis qui sont beaucoup plus dans des métiers qui sont liés à l'agriculture ou qui sont liés à des gros achats et des gros investissements, probablement qu'ils ont besoin de soutien étatique ou de banques qui sont plus importants. J'ai la chance de travailler dans un métier de service, donc il y a moins cette pression-là, cette épée de Damoclès-là. Mais n'empêche que dans un pays où quand même les clients te payent à 60 jours en moyenne ou 90 jours, le gap de trésorerie ou l'asphyxie de la trésorerie peut exister. J'ai ressenti à différentes reprises et je me suis dit à ces moments-là, est-ce que je suis capable de tenir la barque et d'avancer avec ces fluctuations-là et ce manque de garantie-là? De vivre avec le train de vie d'un étudiant qui vit à l'étranger. Oui. Et c'est vraiment cette incertitude-là que je pense que l'entrepreneur, il la travaille tout le temps. Absolument, absolument. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette question-là, parce qu'il y a cette crainte. Et c'est toujours par rapport à une position particulière qu'on occupe. Alors, ce que j'entends, c'est que d'abord, il faut, quand on se dit « je ne suis pas posé de questions », c'est que quelque part, j'ai acquis la certitude. Qu'est-ce qui fait que j'ai acquis la certitude, Smaïl Bargache? Je ne me suis pas posé de questions, ça ne veut pas dire que j'ai acquis la certitude. Oui, tu savais que le salarié, ce n'était pas fait pour toi. C'était davantage du fait d'un instinct migrateur plutôt que de la décision rationnelle. Moi, ce dont je me souviens, c'est que quand j'étais encore jeune en école de commerce, l'envie était là. Et l'environnement de l'école de commerce a augmenté l'envie et l'a précisé, l'a rationalisé, parce qu'on vous donne un certain nombre d'outils, on vous apprend à passer d'une idée, à mettre cette idée sur un business plan. Alors, un business plan, ça sert à rien quand on fait de l'entrepreneuriat dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand vous êtes en école de commerce, en fait, vous passez de quelque chose qui est complètement abstrait à quelque chose qui est extrêmement concret. Et en fait, le fait de faire ce cheminement-là... C'est-à-dire de connaître le terrain. Alors, vous ne connaissez pas le terrain. Ouais. Vous ne connaissez pas du tout le terrain. Mais le fait de faire ce cheminement, ça vous fait passer de l'envie à une très, très grosse envie. Parce que vous dites, en fait, la distance, elle est entre là où je suis et le fait de réellement faire de l'entrepreneuriat, en fait, elle n'est pas si grande que ça. Donc, c'est davantage d'avoir l'impression de connaître. Un levier d'augmentation de l'envie. Le fait d'être dans cet environnement, moi j'ai eu la chance de passer par là. C'était une expérience incroyable. C'était des années d'insouciance aussi, donc forcément c'est des années pour lesquelles j'ai un souvenir un peu particulier. Mais jamais ça n'a été du fait de la décision à un moment précis. Ça a été un cheminement qui a duré quelques années. Et qui est du fait de quelque chose que je ne sais pas décrire. C'est pour ça que le terme qui me vient à l'esprit, c'est celui d'instinct migrateur. Mais quand des fois on se sent bien quelque part, on ne sait pas bien pourquoi, mais c'est simplement qu'on a la sensation d'être là où il faut que je sois. Et une fois que vous êtes dedans, vous n'avez pas tous les jours l'impression d'être là où vous devez. Ah oui, mais si vous avez entre guillemets une réticence encore plus grande à être ailleurs, ça vous conforte dans l'idée d'être. Ouais, entre la peste et le choléra, vous avez raison. Ah, oui. C'est trop philosophique pour moi. T'es parti dans des trucs. Là, mais dans la vie, on fonctionne avec deux boussoles. C'est les répulsions et les attractions. Là, tu as raison. Là, tu as raison. Mais je préfère te dire une chose. Il vaut mieux fonctionner par attraction que
par répulsion. Absolument. Parce que quand tu fuis quelque chose, tu peux prendre des mauvaises décisions. زعما داك القضيه ديال ça y est ما بقيتش حامل mon manager, ça y est ما بقيتش حامل le salariat, ça y est ça se passe mal dans l'entreprise, ça peut te pousser vers une prise de risque plus grande. Enfin, tant mieux pour ta santé mentale. À la limite, si tu quittes un endroit qui n'est pas fait pour toi, j'allais te dire tant mieux pour ta santé mentale. Mais juste vérifier auparavant que tu as 6 mois, 1 an d'épargne ou de garantie ou quelque chose. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne réfléchissez pas à l'entrepreneuriat quand vous en avez marre. C'est comme quand on réfléchit d'aller chez le médecin quand on est très malade. Non, tu es obligé d'aller chez le médecin. Il n'y a pas d'autre choix. Et à la limite, le traitement va être peut-être un peu plus corsé parce que tu n'as pas su anticiper et guérir plus tôt. Mais par contre, si tu réfléchis à tes idées entrepreneuriales, si tu as le goût, si tu as une idée, si tu as quelque chose... Tu sais, le café, moi j'adore, mais les échecs. Et en fait, tu t'assois dans un café marocain, il y a 36 000 idées, mais des idées magnifiques pour la plupart du temps. Mais le problème des gens, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. C'est que je discutais pas plus tard qu'hier avec un ami sur un podcast. On disait, il me parlait de son expérience de Covid. Il me disait qu'il avait pensé à une super idée, etc. Au moment de lancer l'idée, il avait découvert que quelqu'un l'avait lancé 1 semaine plus tôt au Maroc. Un super podcast. Il me dit, tu vois, Mariam, on a plein d'idées. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui se dit, il n'y a pas de meilleur moment. Ça y est, on teste, on passe, etc. Donc, si tu veux, s'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent qui ont des idées, et qui se disent non, mon salaire, les traites, les enfants, l'école, Madame Foudar, etc. Je peux pas passer. Testez-la le week-end, testez-la, associez-vous, faites quelque chose, mais n'attendez pas, parce que tu sais pas d'ailleurs le salariat, c'est une fausse idée de stabilité. Je sais que les gens se disent un CDI, un CDD, quelque chose, ça nous donne de la stabilité. Tu sais pas, dans le monde en plus dans lequel on est, avec l'IA, avec tellement de changements qui arrivent, tu sais pas si ton poste est stable ou pas. Mais donc si tu as des idées, si tu as une envie, commence à la tester dès maintenant. N'attends pas d'être saturé. Oui. Nous avons longuement attendu avant de faire entendre la respiration musicale. Il est 10h24 et on va se retrouver dans quelques instants. Et bien entendu, nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, des questions, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Bon, les victoires donnent de l'appétit. C'est pour ça que tu as le smile hier, c'est grâce au 3-0. Non, mais voilà, c'est un état d'esprit. Dès lors qu'on s'attarde sur un visage, il y a un moment ou un autre, il y a le sourire. Et je suis certain que, entre guillemets, entre la victoire d'hier et le sourire qu'on voit sur les visages de tout un chacun ce matin, il y a une corrélation. Il y a une corrélation évidente. Donc, Non, alhamdoulilah, écoute, on est très heureux et je pense que c'est une victoire que tout le monde attendait. Mais c'était un très beau match surtout. Moi, on peut pas s'empêcher. C'est vrai qu'à chaque pause, on commente le Kaabi est exceptionnel. Moi, je suis fan admiratif de ses coups de ciseaux. D'ailleurs, alors, le Kaabi a eu tellement de surnoms hier, sur la Kaabi-cyclette, la Kaabilette, il est exceptionnel. Mais il y avait plusieurs hommes du match. Zizouli, Diaz, enfin tout le monde a très bien joué. Il y a un peu de compassion pour cet entraîneur aussi qui a quand même... mais on aime notre entraîneur, on l'aime. On aime l'entraîneur. Si critique il y a, elle n'est que constructive. Ah, oui. Bon, j'espère que et dans la vie, ça arrivera J'espère que c'est le cas pour les 40 millions. En tout cas, non, s'il n'y a pas de remise en question, il n'y a rien. Tu sais, dans nos métiers, dans tout métier, tu sais, l'entrepreneur, s'il ne se remet pas en question, s'il ne se dit pas en sortant de chez un client, ça marche pas, la tactique est bonne ou elle n'est pas bonne, il ne s'améliore pas. Évidemment, mais bon, effectivement, un peu de compassion, ça fait pas non plus de mal. Alors, il est 19h29, on va bien entendu se retrouver après le flash d'information, puisque Nadalam nous a rejoint à l'instant même, et nous avions une courte pause qu'on a saisie, une petite fenêtre de tir pour commenter le match d'hier, mais on reprendra par rapport à notre sujet du jour, puisque notre émission se poursuit jusqu'à midi. On s'est intéressé quelques instants au déclic qui fait qu'on arrive à entreprendre, et c'est vrai qu'on peut effectivement ouvrir une porte en empruntant plusieurs chemins, ou on y vient parfois au même endroit, mais en ayant effectivement des chemins très très différents. Alors j'ai entendu Madame Hello, tu nous disais juste avant effectivement la respiration musicale et les informations, que le moment des résolutions, il faut un peu se méfier parfois de la volonté excessive qu'on aurait d'éviter
le malheur dans lequel on baignerait dans l'instant, c'est-à-dire vouloir changer ou prendre des décisions très impactantes sur sa vie, en essayant d'éviter le malheur actuel qu'on vivrait dans une vie de salarié. Ça, c'est le déclic. Pour autant, effectivement, quand on est dans le bain, on a ouvert la porte et on y est venu par des chemins différents. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir, entre guillemets, pour faire son bout de chemin dans cette aventure entrepreneuriale? Oui. J'allais dire, la première qualité, c'est de ne pas avoir peur de débuter. Parce que vous êtes forcément le débutant dans une histoire. Quand j'avais démarré le cabinet de formation il y a 14 ans, formation, conseil, coaching. D'abord, je suis une femme et les femmes sont encore minoritaires dans l'entrepreneuriat selon les statistiques officielles, pas seulement au Maroc mais aussi en France et à l'étranger. Oui. Il y a plus d'hommes entrepreneurs que de femmes entrepreneurs. On a dit 11h30. Oui, non, je sais, mon instant féminin, oui. Ensuite, il faut combattre, j'allais dire, le syndrome de l'imposteur. Walid Larahmo était entrepreneur, tu vois, et dans le BTP, donc très loin. Et je me disais, en tant que sa fille, je me suis dit, mais est-ce que je vais arriver à faire pareil ou pas? Est-ce que c'est une vie intéressante ou pas? Parce qu'il bossait tout le temps, il était tout le temps sur les chantiers, etc. Donc, il y a un mythe auquel on croit que l'entrepreneur est libre, où là il a une vie facile, où là il peut commencer quand il veut et s'arrêter quand il veut. Là, moi, Smaïl Bargach disait qu'il choisissait entre la peste et le choléra. Ça y ressemble pas. Là, la différence, c'est quand tu as un boss. Quand tu as un boss, quand tu es en entreprise, parce que j'ai eu la chance de faire quelques années de salariat, 7 ans à peu près de salariat, et j'avais des boss, certains sympas, d'autres moins, certains pédagogues, d'autres moins, on ne va pas citer les noms, mais là, non seulement tu deviens ton propre boss, c'est-à-dire c'est à toi de te motiver pour aller tous les matins, même quand tu n'as pas envie. Et en plus, tes clients deviennent tes boss parce que quelque part, tu sais, un client, il te doit rien. Sauf que quand tu es en CDI, l'employeur ou là, le salarié, quand je vois des amis autour de moi se dire, le manager, voilà, il les forme, il leur donne un salaire à la fin du mois, il a une obligation de les aider, de les écouter, il y a une cellule d'écoute, il est pédagogue, il est mentor et coach. Mais ton client, aucune obligation de faire tout ça. Ton client, s'il n'est pas satisfait par ta prestation, il te dit merci. Au revoir. Au revoir. Donc, et face à ça, du coup, si tu veux être un bon entrepreneur, entre guillemets, mais il n'y a pas de recette. Ce que tu veux dire, c'est que le salarié ne se sent pas obligé de satisfaire celui qui le paye. Là, il est obligé. Non, tu sais, après une saouda d'Amérique, une saouda ta conscience professionnelle. Non, mais il y a plus de, j'allais dire, il y a plus de, j'allais dire, le manager qui ses équipes, normalement, il doit s'en occuper, mais les clients, ils ne s'occupent pas de leurs fournisseurs et de leurs prestataires. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moins ce côté-là, j'allais dire, bienveillance. Après, chacun, j'ai eu aussi la chance d'avoir des clients très respectueux et qui ont enlevé ce rapport client-prestataire. D'ailleurs, qui disait, Mariam, tu n'es pas notre prestataire, tu es notre partenaire. Mais c'est déjà, j'allais dire, quelque chose d'intéressant. Mais voilà, il y a beaucoup de pièges à surmonter. Premier piège, c'est surmonter une espèce de syndrome de l'imposteur d'IEL. D'autres ont fait mieux que moi, ou là, d'autres ont fait ça avant moi. Qu'est-ce que je vais apporter au marché? Ou là, est-ce que je suis légitime à ma place d'entrepreneur? Ça, c'est vraiment le premier. Et je te jure, ça tourne en boucle des fois, même après 10 ans d'entrepreneuriat, et ça peut arriver surtout au début. Deux, c'est se dire, on va débuter quelque part. On ne sait pas comment ça va se passer. Oui, bah c'est le propre même de la vie. On débute bien quelque part. Et 3, jouer chaque match. C'est important. Je note le petit clin d'œil. Mais Smaïl Bargach, s'il fallait peut-être énoncer quelques qualités qui, manifestement, lorsqu'on s'est lancé, entre guillemets, dans cette aventure-là, on se dit, heureusement que peut-être j'ai eu certaines facettes de ma personnalité qui m'ont permis, entre guillemets, de mener ma barque convenablement dans ce monde-là. La première qui me vient en tête, elle est même avant le moment où on s'est lancé, c'est celle de la décision de se lancer. Je pense que cette décision est très souvent prise sous un spectre d'analyse qui est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que la principale raison des gens de ne pas entreprendre, c'est la majorité du temps, c'est par peur de l'échec. Or, ce que beaucoup d'entrepreneurs vous diront, c'est que l'échec vaut mieux qu'un MBA à Harvard. Et il n'y a pas une raison à ça, il y a 1 millier de petites raisons qui font qu'à la fin, c'est beaucoup mieux qu'un MBA à Harvard. Et que par conséquent, si on n'entreprend pas à cause du risque d'échec, en fait, c'est une très mauvaise raison de ne pas entreprendre.
les Américains sont très très forts pour ça, mais parce que l'environnement américain est particulier. Quand vous ne réussissez pas, vous êtes dos au mur, donc vous êtes tenu de réussir. Et puis il y a une ambiance, une culture. Oui, il y a de 40 la millions de réussite et de l'échec. pauvres. On se dit où on va monter, on va descendre. Ouais, absolument. C'est- Donc moi, pour moi, ça, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit se dire en tant que potentiel futur entrepreneur au moment où on doit prendre la décision du leap of faith. La seconde qui me paraît être aussi évidente, je vais enfoncer une porte ouverte, mais en revanche, je pense que c'est vraiment celle-ci qui est clé, c'est la résilience. C'est vraiment la résilience. Faire une entreprise, c'est en même temps extraordinaire, en même temps très difficile. Et pour avoir du succès, ça prend beaucoup de temps. Et dans ce beaucoup de temps, la seule chose qui différencie les personnes, l'une des principales choses qui différencie les personnes qui réussissent de ceux qui n'y parviennent pas. Tenir lorsque le vent est défavorable. Absolument. Absolument. En particulier quand vous faites la start-up. La start-up, ça ne fonctionne pas pendant des années. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut payer des salaires, il faut lever de fonds. Il faut être ultra stressé parce que vous faut perdez de l'argent. Il faut maintenir la motivation des équipes. Et on se dit quelquefois, cette angoisse-là, peut-être que je ne suis pas fait pour la vivre. Ou on peut se dire également que on peut avoir une estimation, une évaluation erronée du risque. Parce que cette notion de risque, on l'évalue, mais parce qu'on confond quelquefois le patrimoine de l'entreprise avec son patrimoine propre. Vous vous souvenez de l'Iliade d'Homère? On l'a tous lu quand on était petit. Oui. Il y a une scène où Achille va voir sa mère, la reine des nymphes. Et il lui dit, on m'invite à aller à la guerre, est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Et elle lui dit, mon fils, si tu ne vas pas à la guerre, tu vas vivre heureux. Tu auras des enfants qui t'aimeront, te respecteront, des petits-enfants qui t'aimeront, te respecteront. Tu auras une vie heureuse. Mais en revanche, si tu vas à la guerre, tu vas mourir, tu vas souffrir, tu vas perdre des gens que tu aimes et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Mais dans plusieurs milliers d'années, sur le plateau d'Atlantic Radio, Smaïl sera encore en train de raconter. Les gens qui font ce leap of faith sont en général drivés par ce feu sacré. Ah oui, donc là, c'est quelque part mener une vie glorieuse. Bien sûr. Oui, mais ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Ah oui. Les entrepreneurs qui disent le contraire, beaucoup, de mon point de vue, il y a une part de mensonge. Là, mais heureusement qu'il y a ce rêve, cette ambition-là. C'est pas l'obligation, c'est pas la nécessité, c'est vraiment l'ambition. Oui. Moi, il y a un entrepreneur qui n'a pas d'ambition, il y a sérieusement un souci. C'est la base, j'allais te dire. Mais là, c'est pas l'ambition. C'est plus que l'ambition, c'est laisser son empreinte. C'est même, voilà, c'est quelque chose d'autre. Je veux qu'on se souvienne de moi, je veux qu'on reconnaisse. Mais si tu n'as pas de valeur ajoutée sur le marché, qu'est-ce que tu vas venir faire dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire que chaque personne, à mon avis, à mon humble avis, si les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, regarde les statistiques. 2024-2025, au Maghreb, il y a approximativement 100 000 nouvelles entreprises, 2024-2025. Et il y a plus 17%, il y a eu une croissance encore sur le premier trimestre 2025. Oui. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est dans une dynamique entrepreneuriale. Certes, beaucoup d'auto-entrepreneurs, certes, une ventilation sur plein de sujets. Oui. Ça peut être le transport, ça peut être la logistique, ça peut être l'agriculture, ça peut être le BTP, les chantiers, etc. Mais n'empêche qu'il y a une vraie dynamique là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils ont osé à un moment donné rêver plus grand et se dire j'ai une contribution à apporter, j'ai le petit plus de service, j'ai l'idée, c'est pas forcément j'ai l'idée qui révolutionnera le marché du BTP ou du transport, etc. Mais moi, ma prestation à moi, elle va être mieux. Je vais améliorer quelque chose, soit sur le plan numérique, digital, va savoir. Je pense que les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer dans leur reconversion ou après leur reconversion, ils ont effectivement cette espèce de feu sacré, mais ils ont l'intime conviction que leur service fait la différence. S'ils n'ont pas ça, je pense que ils ne pourront pas continuer, clairement. Mais le service va faire la différence et mener une vie glorieuse. Il y a quand même un gap. Il a parlé du lys, je ne peux pas parler de plus, que tu veux que je te dise. Je suis revenue à des exemples plus quotidiens. C'est vrai. Dans cet exemple-là, dans cette métaphore, c'est l'arbitrage entre le bonheur et la gloire. Oui. Et la frontière est hyper ténue parce que beaucoup de gens vous diront que pour trouver le bonheur, ils ont besoin de la gloire. C'est pour ça que c'est un peu... Oui, et il y a aussi quelque chose qui serait
si je suis dans un environnement sécure, il y a quelque chose en moi qui meurt. C'est-à-dire que je vais tuer quelque chose en moi. Moi, personnellement, je me retrouve dans la phrase que vous venez de prononcer. Oui. Donc, et L'adrénaline. dans le risque, entre guillemets, ou dans l'incertitude, on se sent un peu plus vivant parce que effectivement, il faut déployer plus de ressources en soi-même pour retrouver son équilibre. Et effectivement, c'est quelque part reconnaître que quelque chose en soi est important. Et c'est pour ça que, bon, on peut y venir à tâtons, on peut y venir parce qu'on n'aime pas sa vie. À l'entrepreneuriat, on peut y venir parce qu'on a reconnu que, bon, notre chemin n'est pas fait pour soi-même. Alors, ce qui est difficile aussi de maintenir l'équilibre, c'est de respecter aussi les horaires parce que nous sommes un peu désorientés par... Il est 19h25. 19h25. Ça, heureusement que les auditeurs n'ont pas nécessairement les caméras orientées du côté de l'horloge. Mais il est 10h47. C'est le moment de profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission dans quelques instants. Et on reste toujours ouvert à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Smaïl Bargache et nous sommes avec Madim Mhlou. Et nous nous intéressons effectivement aux qualités qu'il s'agit de cultiver en soi pour essayer de mener convenablement sa barque lorsqu'on est plongé, entre guillemets, dans une aventure entrepreneuriale. Alors, moi, j'ai entendu effectivement, bon, le feu sacré, il s'agit de le nourrir. Généralement, il faut entre guillemets, dès lors qu'on va rentrer, si j'entends bien, dans une forme de routine, essayer de lui donner, entre guillemets, de l'appétit ou de le faire grandir, sans quoi, effectivement, il est difficile de trouver l'énergie suffisante pour mener à bien son affaire. Madim Mhlou, tu évoquais aussi un certain nombre de qualités, notamment l'audace, Oui. ou ne pas, entre guillemets, succomber aux sirènes, qui parfois, effectivement, sont de la crainte déguisée derrière la rationalité. En fait, il faut partir du principe d'Al Husniya, quand notre entourage, de la bonne intention, quand notre entourage nous dit Benti Wouldi, Matimchish, l'entrepreneuriat c'est une voie difficile, etc. Il y a vraiment, je pense, chez certaines familles, en tout cas, si Bargache a eu la chance de dire que sa famille l'a encouragé, l'a propulsé, ce qui est très très bien. Et d'autres familles vont se retrouver par rapport à leur progéniture, dire à leur fils ou à leur fille, non, ne quitte pas le confort, ce que tu connais, ce confort salarial, ce package, ces voitures-là ou ce téléphone qu'on t'offre, ce bureau sécurisé, cette adresse, ce nom, pour aller vers l'inconnu. Et ça part d'une bonne intention. Après, c'est vraiment charge à la personne de se dire, est-ce que j'ai envie de subir les peurs de mon entourage ou de les prendre sur moi, ou j'ai envie de leur montrer justement le contraire. Il y a beaucoup de rebelles. Moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est être aussi un rebelle, profondément un rebelle. Profondément, l'esprit de contradiction. C'est un esprit d'achievement, je ne sais pas comment te dire. C'est un esprit de réalisation, c'est un esprit d'action. C'est un rebelle contre un état existant. C'est-à-dire, c'est un rebelle contre un état de fait ou un état de stand-by. Un entrepreneur passe à l'action. C'est la nécessité même de l'entrepreneuriat. Oui, mais c'est quelqu'un qui est en mouvement. À l'action, c'est quelque chose en soi de parfaitement naturel. C'est positif. Oui, et j'ai même... Bon, moi j'ai le souvenir... Imaginons, si on observe effectivement des enfants, on enlève les téléphones, on enlève tout, il y a quelque chose qui naturellement se meut. L'action est naturelle chez les êtres humains. Mais lui donner cette direction, c'est quand même un peu particulier. Peut-être que le mot rebelle est un petit peu fort, mais ce mot rebelle-là, c'est se rebeller contre un état de fait. C'est quelque chose, une voie toute tracée, un chemin tout tracé, un rêve qu'ont d'autres pour vous, une ambition que d'autres pour vous. C'est-à-dire que tu trouves des gens qui vraiment quittent. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Si Mohamed Hourani ce matin. Certes, c'est un grand entrepreneur aujourd'hui. Sa société, c'est pas vraiment la start-up c'est une très grande entreprise aujourd'hui avec une dimension internationale. Oui. Mais la personne, avec l'admiration qu'on lui doit, c'est qu'il est passé quand même de fonctionnaire, si on s'intéresse à sa vie, à salarié d'une grande multinationale, à cofonder quelque chose qui est technologique et qui est intéressant. Et donc, quand même, il a quitté beaucoup de carcans, j'allais dire, dans lesquels il s'était peut-être enfermé lui-même, ou une carrière toute dessinée, un chemin tout dessiné pour dire, et si j'allais voir ailleurs ce qui peut se passer, ce que je peux apporter, tu vois. Non, mais j'entends bien, parce que si on veut, entre guillemets, trouver sa place, ou si on veut trouver l'énergie pour se mouvoir ou pour entrer, entre guillemets, en action,
Eh bien, bon, si j'entends bien dans ce cas de figure, il faut, entre guillemets, réaliser quelque chose qui n'est pas encore là. Il faut réaliser quelque chose qui n'est pas encore là en soi-même. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que... Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais abonder dans le sens de Madame Lhlou, et le terme de rebelle, personnellement, moi, je le fais mien. Quand on me pose la question de pourquoi on a moins d'entrepreneuriat au Maroc que par ailleurs dans d'autres pays qui ont des similitudes fortes avec le Maroc, comme par exemple l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc., l'une des réponses qui me paraissent les plus pertinentes, c'est celle du curseur qu'on a tous dans le cœur, Oui. et qui oscille entre risque et ambition. En fait, rebelle correspond très bien à la situation de mon point de vue, parce que justement, on est dans un environnement, au Maroc en particulier, où la toxicité que doit subir un entrepreneur est beaucoup plus forte que par ailleurs, pour plein de raisons. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Aujourd'hui, le coût d'opportunité pour devenir entrepreneur au Maroc est peut-être plus fort que partout d'ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, pour une personne qui a des perspectives, c'est-à-dire une personne, pour dire un mot, pour généraliser, une personne avec une tête bien faite, et qui sait le faire savoir autour d'elle, le coût d'opportunité pour aller faire de l'entrepreneuriat est très élevé, parce que par ailleurs, les opportunités sont très grandes. Donc ça veut dire que le Maroc produit quelque chose de bien, il produit un marché du travail qui pour les personnes qui sont très qualifiées, paye très correctement au vu du prix de la vie, de la qualité de la vie qu'on a au Maroc. Et par conséquent, la question qui se pose forcément, c'est celle du coût d'opportunité. Qu'est-ce que je mets dans ce coût d'opportunité? Est-ce que le coût d'opportunité, est-ce que j'abandonne ce que Madame Lhlou a très bien décrit, un super salaire, une voiture de fonction, une marque employeur. Aujourd'hui, vous êtes consultant au Maroc, que ce soit en freelance ou dans une grande entreprise de conseil, vous vivez très bien. Ah oui, vous vivez très bien, c'est la vérité. Mais j'ai eu ici, je prenais l'exemple qui t'avait sidéré, Mhlou, mais c'est vrai que certains postes de DRH, ça a aussi entre 60 000 et jusqu'à 180 000 dirhams de salaire. Donc, moi je peux vous le dire, oui. J'ai des investisseurs égyptiens et nigérians dans ma start-up. Oui. Il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est les salaires au Maroc. Alors, on a l'impression, parce on a raison de le faire. Mais cela dit, quand on regarde, c'est vrai que si on a une tête bien faite, c'est-à-dire si on a fait le cursus qui... Pas forcément. Oui. Pas forcément. Quand on a une tête bien faite. Qu'on a une tête bien faite. Et que ce soit avec ou sans le cursus. Souvent, oui, il y a la question, on a encore aussi... on a ce complexe. On a ce complexe. Mais c'est pour ça que je me permets de préciser. Mais ce qu'on peut aussi observer statistiquement, c'est que je crois que 10% des salaires les plus élevés, c'est à partir de quelque chose d'un peu plus de 8500 dirhams. Donc par mois, net. Mais cela dit, si on prend quelques postes en particulier, effectivement, les rémunérations ou les salaires sont complètement, entre guillemets, ahurissants. Alors, si votre benchmark, c'est l'Afrique, votre point, il peut être vu d'un point de vue. Si votre benchmark, c'est l'Occident, évidemment que ça paraît tout petit. Oui, cela étant dit, c'est 10% les salaires les plus élevés. Cela étant dit, on va dire les choses telles qu'elles sont. Pas tout le monde est fait pour devenir entrepreneur. On pourra dire que je me jette des fleurs parce que je suis entrepreneur, mais la vérité, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Et quand on dit les têtes bien faites, c'est forcément qu'on prend... c'est politiquement incorrect ce que je dis, mais je préfère dire des vérités politiquement incorrectes que des banalités qui n'ont aucun sens. Donc je vous prie de m'excuser, je vois votre regard inquisiteur. Absolument pas. Son nom verbal le trahit souvent. Absolument, c'est exactement ça. Vous l'avez pensé tellement fort. 10h59, il reste 10 secondes avant que Moulad Baba ne vienne. 10 secondes. Mais pour moi, c'est une évidence. Je vous rends avec la parole avec grand plaisir. On finira plus tard. On va faire un peu de physique, mais au contraire, c'est juste quelque chose qui m'a interpellé. Moi, je suis toujours content quand je suis interpellé. Cela dit... Mais à culpa de la mauvaise interprétation du non-verbal. Donc, on apprend à se connaître. C'est même la base des premières fois. Il est 11h00. Je vais céder ma place à Moulad Baba qui va nous présenter les actualités. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième heure d'émission. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts, ce matin qu'on consacre à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait qu'on se décerne à soi-même? C'est une qualité. On se dit on a la fibre entrepreneuriale. On se dit quelquefois on ne pouvait pas faire autrement, comme ce que nous disait ce matin Ismaël Bargache.
Ou Madim Lhlou, ce que j'ai entendu, c'est que bon, il y a cette petite voix contre vents et marées, et elle a envie de s'exprimer, y compris contre la vie controversée, ou plutôt qui n'est pas dans le soutien de son environnement familial. C'est le cas de beaucoup de personnes. Même lorsqu'une personne est mariée, les décisions qu'elle prend sont des décisions de cette nature qu'elle doit prendre à deux, parce que on peut être plus réticent, plus inquiet. Effectivement, ça a des incidences sur la vie familiale, Madame Hello. Donc, quand on se lance, effectivement, ça, c'est par rapport au démarrage. Mais quand on se lance, on se dit qu'il faut avoir un certain nombre de qualités pour que cette affaire-là tienne la route. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que le coût d'opportunité au Maroc serait très élevé. C'est-à-dire, le risque est plus grand au Maroc pour l'entrepreneur lorsqu'il se lance dans cette aventure-là. Le risque n'est pas plus grand. L'abandon d'un salaire coûte plus cher au Maroc par ailleurs. Et la seconde chose qui procède de ce coût d'opportunité, c'est que, en tout cas pour ce qui est de la start-up, parce que c'est une part de l'entrepreneuriat qui est particulièrement située, vous n'avez pas encore, à l'heure qu'il est, d'énormes succès qui fait vaciller l'aiguille dont je parlais tout à l'heure vers l'ambition. Vous n'en avez pas encore d'énormes succès. Oui. C'est-à-dire que l'écosystème n'est pas suffisamment propice pour que le succès... Si vous êtes en Égypte, vous avez Swivel, vous en avez deux ou trois qui sont vraiment des très beaux succès, même si Swivel, ensuite, ça a décliné, mais dans les belles années, ils ont fait un SPAC, ils ont été au Nasdaq, etc. Oui. Mais c'est quoi précisément pour ceux qui nous écoutent? Swivel, c'est un équivalent de Uber avec des bus, pour simplifier. C'est du transport urbain qui est organisé pour pouvoir faire du transport à très bas coût, mais avec un taux, ce qu'on appelle un success rate, c'est-à-dire vous cliquez, vous avez très rapidement voilà. Vous en avez un autre qui fait des POS qui s'appelle PayMob en Égypte. Oui. Ça, c'est des solutions de paiement. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'ils font de l'acquisition, je suis pas certain, mais la boîte fonctionne très très bien. Vous avez au Nigeria les Interswitch, les Flutterwave, vous avez au Sénégal Wave, qui est une boîte fantastique. Vous avez dans les pays où vous avez beaucoup plus d'investissement en capital risque, vous avez des très beaux exemples de boîtes qui sont devenues très grosses. Et il y a une histoire à raconter avec des gens qui, en général, avec lesquels la distance n'est pas très grande. Les écosystèmes de start-up sont très faciles à pénétrer. Les gens, vous n'êtes pas dans la configuration où c'est un Mark Zuckerberg qui est à l'autre bout du monde et qui est l'équivalent d'un chef d'État. C'est beaucoup plus proche de vous. Et en fait, cette proximité et ce succès procèdent de beaucoup à l'attraction du curseur vers l'ambition. Donc au Maroc, on a les deux. C'est-à-dire l'attraction du curseur. Je te rejoins complètement quand tu dis que plus on a des modèles de réussite, plus ça va encourager d'autres à rentrer dans l'arène. Je te rejoins. Mais là où je cherche à comprendre, c'est peut-être pour les exemples que tu as cités. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les exemples de réussite? Là, où légal, et ça va intéresser, c'est-à-dire la propension peut-être d'investisseurs ou de plateformes d'investissement en capital risque est plus importante, tu dis, dans ces pays-là que chez nous? Oui, de beaucoup. Le capital risque, il faut le voir comme une place de marché. C'est une spirale vertueuse. C'est pas, vous décidez pas juste d'avoir du capital risque. Évidemment, il y a des choses que vous faites. On est en train de le faire au Maroc, avec le fonds Mohamed VI, etc., pour que ça démarre. Mais le capital risque, c'est un marché. Il faut que vous ayez du deal flow d'un côté et de l'investissement de l'autre. Aujourd'hui, au Maroc, il y a de l'argent qui ne trouve pas assez de deal flow. Ou plutôt qui est orienté vers des chemins entre guillemets de facilité, où il y a peut-être de la rentabilité beaucoup plus facile en dehors d'un chemin qui est perçu comme étant trop risqué. Avec un niveau d'ambition qui est beaucoup plus bas, vous avez raison, avec un risque qui est plus... procède, tout ce que vous dites procède du coût d'opportunité dont je parlais il y a une minute. Parce que les idées ne manquent pas, il y a des programmes effectivement étatiques qu'on connaît tous, Ntelaqa, Força, etc. Mais ce que tu dis, c'est qu'au-delà, c'est pas suffisant. C'est-à-dire Ntelaqa ou Força, c'est pour une partie d'entrepreneurs, tout ce qui est CRI, tout ce qui est ADA, mais ça n'aide pas des gros projets ambitieux qui vont changer la configuration des entreprises. Mon point est vraiment focusé sur la start-up. La start-up, c'est les petites entreprises qui ont pour vocation de créer des rendements exponentiels, devenir très grosses très vite. Qui peuvent dégager beaucoup plus de bénéfices rapidement. Ou beaucoup plus de bénéfices. C'est pas des entreprises classiques. Pour simplifier, vous prenez PricewaterhouseCoopers ou EY ou KPMG. Ce sont des boîtes qui ont 300 000 employés
donc c'est des très grosses boîtes. Ouais. Mais pour vous mettez en X le nombre d'employés, en Y le nombre de clients, la fonction elle est quasiment linéaire ou très faiblement logarithmique. Ou Là, c'est exponentiel dans le cas de la startup. Vous prenez Google, le coût marginal d'une requête, c'est le coût de serveur. Donc si le serveur il coûte X, vous faites une requête, votre coût marginal c'est X, vous faites 1 milliard de requêtes, c'est X divisé par 1 milliard. Le rendement est croissant. C'est ça une startup. Oui, mais ce que j'entends, c'est que ceux qui ont la possibilité de diriger leur capital au Maroc, dans cette direction-là, ne sont pas des plus motivés, entre guillemets, ou n'y voient pas nécessairement pour des questions, ou peut-être de connaissances, ou d'investissement, ou d'ambition, ou, entre guillemets, il peut y avoir beaucoup de raisons. Aujourd'hui, on est dans le problème de la poule et de l'œuf. Ah oui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se dit bon, moi j'ai fait assez d'argent dans l'immobilier, je vais m'orienter vers la start-up. Il n'y a pas le deal flow. Donc on commence pas ou par l'œuf ou par la poule. Ce qu'il faut, c'est commencer par ce qu'on appelle dans notre jargon la supply, c'est-à-dire l'offre. C'est-à-dire l'offre en deal flow. Et la meilleure manière de créer l'offre en deal flow, c'est un autre débat, mais de mon point de vue, c'est qu'il faut overfuel, c'est-à-dire remplir de beaucoup le réservoir du peu de deal flow qui existe pour que ça puisse faire des très très gros succès. Oui, parce qu'il faut donner l'envie d'avoir envie, exactement. Comme dit la chanson. C'est clair. C'est ça. C'est important. Là, c'est pour traduire. Je vous tire mon chapeau. Il gère les transitions. Alors, on a oublié la respiration musicale. Respirons. Alors, ça veut dire que... Je sentais que tu voulais réagir aussi par rapport au... ça, on parle effectivement de la start-up qui est un type d'entrepreneuriat. Bien sûr, et qui est pas des moindres, j'allais dire, qui est extrêmement importante. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pour des gens qui sont dans la tech ou qui sont dans l'IA ou qui sont sur des projets. Mais l'ambition, elle peut aller du négoce ou d'un commerce ou d'une chose toute simple à une start-up. Mais c'est vrai que j'allais dire, quand on avait fait une émission il y a quelques mois sur la créativité et l'innovation, parce qu'on avait fait une super émission sur ça. Et je te disais à l'époque, quand je parlais des États-Unis et de la Silicon Valley, qu'aujourd'hui, si tu prends la Californie toute seule, si on l'a classée sur le plan des économies, sixième, ça m'a impressionné juste ça. Et comment ils y arrivent? Ils n'y arrivent pas parce que des gens sortent de Stanford ou de Berkeley ou parce qu'ils sont plus intelligents ou parce qu'ils sont plus bronzés ou parce que là-bas il fait plus beau. Non. Il y a toute une conjonction de facteurs, y compris l'argent, y compris des investisseurs qui croient dans le potentiel des projets, qui prennent des risques et qui financent. Parce que sans le financement, c'est clair que tes idées, aussi brillantes soient-elles, elles n'iront pas bien loin. Parce qu'à un moment donné, il y a un seuil, il y a un palier, il y a une stagnation. Et donc, l'entrepreneuriat ou les startups, c'est effectivement avoir des super idées, des super projets, mais trouver le financement nécessaire pour aller loin, justement, dans la technologie, dans le marché, dans l'acquisition de nouveaux clients, dans le développement à l'international, dans tout ça. Oui, mais ce que j'entends, c'est que... Dans le recrutement de talent aussi. Oui, entre guillemets, l'entrepreneur a, dans cette perspective, comme Achille, beaucoup plus de mérite. Puisque, au contraire, un entrepreneur doit se réjouir du fait que ce soit difficile s'il cherche, entre guillemets, à prouver, ou la gloire, ou à laisser son empreinte. Lorsque tout est là, c'est infiniment moins glorieux, on a infiniment moins de mérite que quand tout est à créer, tout est à... C'est jamais facile, facile. Et en fait, dans les environnements où en fait, c'est ce que disait Madame Hlou est très juste, on est en train de raisonner avec des éléments d'aval dans une situation d'amont. Je pense qu'une autre manière de dire ce que vous disiez, que je pense qui est très juste, c'est que dans la Silicon Valley, ou dans les environnements qui sont développés du point de vue de l'entrepreneuriat, il y a une énergie cinétique. Au sens seconde loi de la thermodynamique du terme, c'est-à-dire vraiment, il y a du mouvement. Alors il n'y a pas la lourdeur administrative. Il n'y a pas l'inertie qu'on connaît. Il n'y a pas l'inertie. On mesure en physique l'énergie potentielle. C'est-à-dire, c'est à l'altitude. Là, dans certains endroits du monde, on se dit, c'est là qu'il faut être. Et le fait de le croire fait que ça le devient. Des prophéties autoréalisatrices. Tout à fait. Non, mais c'est sûr que l'environnement, il joue un rôle clé. Tu sais, avant, il y a quelques années, il n'y avait pas tous ces laboratoires, tous ces technoparcs, tous ces trucs, tous ces pitchs, tous ces programmes. Déjà, on bouge beaucoup. Mais comparativement, on a encore beaucoup d'efforts à faire pour favoriser cette incubation d'entreprises, de pépites, de choses qui seront peut-être les licornes de demain, tu vois. Oui.
Et qui croyait que... Bon, nous, on a l'âge qu'on a. Et on a eu 20 ans de... On a quoi, de vache 18 ans? maigre. Non, de vache maigre. De vache maigre, parce que pour prendre effectivement une image un peu différente, dans le football, on n'a rien gagné. Et puis d'un coup, on se dit, que se passe-t-il? Moi, ce que je Alors, trouve les U17, fantastique, c'est les que U20, la coupe arabe, la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, il y a un moment, quelque chose prend. Et on ne sait pas bien... Oui, mais Non, là, Ouais, par vas-y, contre, vas-y. pardon. Oui. Non, vas-y, au contraire. Oui. Ce que je disais, c'est que là, pour le coup, sur le foot, il y a eu une planification C'est clair. depuis une quinzaine d'années. Il y a un C'est-à-dire que travail de fond. c'est pas du tout un hasard. Je suis d'accord avec toi. Et l'erreur fondamentale, Ouais. c'est de penser que c'est l'infrastructure Mohamed VI. Ce sont les humains qu'on a mis dedans. Ouais. Au Les deux. Maroc aujourd'hui, les deux, bien sûr, les deux. Mais il y avait les aussi humains. quelque chose d'extraordinaire. Il y a une appétence, une envie dans le cœur des... Comment dire, on ne devient pas un pays de foot du jour au lendemain. Non, il y clairement avait le potentiel. Parce que quand on observe les enfants, comment ils s'occupent, avant les téléphones, on voyait des matchs de partout. Dans les plages, partout. Donc il y avait un potentiel qui était... Et en plus, les matchs de football étaient extrêmement regardés. Donc il y avait cette énergie-là qui était disponible. Merci pour la métaphore et le choix de l'équipe de foot. Je rejoins totalement Toutes les opportunités sont bonnes à revenir à Kaby. Complètement. Le Kaby, Diaz, Walid Regragui qu'on embrasse ce matin et qui nous ont rendus heureux. Merci vraiment à toute l'équipe. Hakimi, évidemment, on était tellement heureux de le voir sur le terrain. Mais il a raison. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu dis très bien, c'est que une coïncidence, ça se passe une fois. Ouais. Mais renouer avec les victoires pour autant de sélections, pour l'équipe A, pour l'équipe B, pour les moins de 20 ans, ça, tu prépares des générations entières. Il y a les infrastructures, il y a les hommes et les femmes de la situation, il y a peut-être la pérennité de certaines figures, parce que là aussi, attention, si on change de choses tous les matins, de paramètres tous les matins, on doit rebâtir la confiance, on doit rebâtir les liens. Ceux qui sont là, peut-être, connaissent bien les rouages du système, savent ce qu'il faut impulser, comment il faut l'impulser, etc. Depuis le deuxième match, je me suis dit aussi qu'on est devenu un public impitoyable. Mais on a mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'une fois que tu goûtes à la victoire, tu deviens plus exigeant. C'est tout à fait normal. Et c'est pas parce que tu as goûté à la victoire que ça te donne un chèque à blanc pour tout ce qu'il y a à venir. Je le disais un peu plus tôt dans l'entrepreneuriat, je t'assure, et les entreprises sont pas fidèles à des prestataires ou à des entités par hasard. Elles y trouvent leur compte, elles y satisfont leurs besoins. Les entreprises ou les fournisseurs qui solutionnent les problèmes des entreprises, n'importe quel problème de logistique, de transport, d'IA, de digital, peu importe, mais ils vont chez eux parce qu'ils leur solutionnent des problèmes. On ne va pas chez quelqu'un juste parce qu'on est gentil. C'est parce qu'il nous rend service, il apporte un plus. Ça aide d'être... Oui, mais on y va en plus chez lui parce qu'il est sympa, peut-être. Oui, tout à fait. Bon, il y a la respiration musicale qu'on a largement enjambée, mais il y a un auditeur qui a souhaité prendre la parole, c'est Abdelrahim qui nous appelle d'Agadir ce matin et auquel on cède volontiers la parole. Bonjour. Bonjour, Sidi Badr. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va très très bien, alhamdoulilah. Un grand bonjour à Madame Lhlou et à votre expert. Bonjour. Je ne retiens pas le nom. Ismaël Bargash. J'étais dans ma voiture, j'ai écouté quelques parties quelques séquences de votre émission. Madame Lhlou, souvent, j'apprends beaucoup avec elle. On apprend tous beaucoup avec elle. C'est une dame qui maîtrise beaucoup son sujet. Malheureusement, depuis presque une heure que je vous écoute, on parle de start-up, on parle de capital risque, on parle d'entreprise, mais souvent, Madame Lhlou, elle revient au foot et à Regragui. C'est moi qui tends des perches, ça. Non, moi, je suis vous dire. Mais tout le monde. Même avant toutes les divisions, le sport, il devient comme. Moi, j'aurais souhaité, nous avons ici au Maroc des entreprises qui ont réussi. On a de bons patrons, parce que Regragui, c'est pas un entrepreneur. C'est un gars qui est venu au FUS, puis au WAC, puis à la sélection. Et les joueurs de la sélection, la première sélection, c'est-à-dire qui reste toujours la référence,
avec Qatar et tout ça, et qu'on espère qu'ils vont rendre le public heureux avec s'ils rapportent la coupe. Moi je trouve que le foot n'est pas un monde entrepreneurial, parce que il y a quelqu'un qui arrive et qui va semer les récoltes de pas mal de gens, parce que par exemple Hakimi, c'est un joueur qui a été formé au Real Madrid, oui. le club du siècle, c'est-à-dire l'équipe du siècle, le plus grand club de l'histoire du foot. Oui. Comme les autres, il y a des gars qui ont été formés au RAC, comme Kabi, chez M. Mendoza. Donc, un entraîneur d'une équipe nationale, c'est pas une référence. Par exemple, vous pouvez parler d'entreprises qui ont réussi et qui restent des références. Ça, je trouve que c'est mieux. Hein, c'est mieux. Je trouve. سي عبد الرحيم ميا كولبا دابا شوف انا تنعتذر باسكو عرفتي علاش تنعتذر عرفتي علاش اون ا ليسي بارلي نوتر كور حيت دابا سي لاكtualité لا كان وعرفتي عندنا واحد لا كوب في البلاطو حطينا لا كوب دو لا كان Écoutez-moi s'il vous plaît, Madame Hello, je voudrais juste, vous savez, le foot, ça devient un phénomène mondial. Moi, je ne parle pas seulement du Maroc. Absolument. C'est un phénomène mondial qui devient une religion. Et que devient alors que normalement une équipe de foot, c'est pas une entreprise. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent. Oh, remarquez, il y a des SA, il y a des équipes de foot qui sont des sociétés anonymes. Par exemple, imaginez, moi je ne vais pas parler de Regragui, on nous parlait de Guardiola. Guardiola, quand il a divorcé avec le Barça et avec Messi, on ne le reconnaît plus. Il est allé en Allemagne, on nous racontait qu'il allait changer l'esprit germanique et il va changer le Bayern et tout ça. Il n'a rien gagné avec le Bayern. Mais si je peux vous rassurer, si Abdelrahim, personne n'a dit que le Regragui était Mark Zuckerberg, mais c'est un manager. Parce que c'est quelqu'un qui motive les troupes. C'est question de rendre des gens. Imaginez qu'au Parlement, oui. il y a des ministres et des parlementaires qui commencent à reprendre comme si on n'a pas, nous, de la poésie, on n'a pas des penseurs, on n'a pas des intellectuels. On se réfère aux citations de Regragui, d'Irounia, Didier, de Sir. C'est ridicule, hein, on devient ridicule avec le foot. On a des intellectuels, on a des gens qui ont dit des citations, on a de la poésie arabe, on a la culture française, on a هضرنا بزاف على الكرة. Il en a marre, c'est Abdelrahim, il se dit on a trop parlé de foot. Il n'est pas dans l'idolâtrie de... Mais personne n'est dans l'idolâtrie. Madame Melhlou, j'ai joué le foot, je suis né au quartier L'Anq. C'est le centre de Casablanca, à côté de Ain Diab. J'ai passé ma jeunesse aux piscines de Ain Diab. Oui, du temps où il y avait les équipes de quartier. J'ai joué le volleyball, mais depuis Qatar, moi je trouve que on exagère. C'est un point de vue qui se respecte, qui s'entend. Le Norvège, c'est des champions de ski. Et ils se foutent de la Coupe du Monde, du classement FIFA ou tout ça. Là, Walakin, sauf une chose, c'est Abdelrahim. Avec tout le respect, Zama, que je dois à votre position, elle est tout à fait légitime. C'est vrai que, c'est le feu de l'actualité. Deux, le football peut être une source de rendement économique majeur et d'investissement économique majeur, que ce soit parce qu'il donne la confiance, il donne le tempo. Et historiquement, des gens plus heureux qui ont confiance dans l'image de leur pays ou l'image de leurs voisins ou même des pays européens ou même des pays qui ne savaient pas où se plaçait le Maroc qui grâce aux victoires consécutives commencent à connaître le Blassa del Maghrib vont peut-être investir chez nous, venir en vacances en famille. Donc c'est important. C'est important. J'apprends beaucoup avec vous. Alhamdoulilah. Mais le foot n'est pas un vecteur de développement, un des vecteurs. C'est un plaisir acquis après avoir créé les richesses. Le sport en général, il a été créé avec le cinéma, avec la culture et tout ça. C'est des aboutissements après richesse et après beaucoup de... Ça, c'est un problème philosophique, je ne vais pas
ولكن خصنا نطرقوا ليه. Votre dernière demi-heure, je vais لا la لا حاشا. Là, mais c'est Abdelrahim, on est toujours heureux de discuter. On peut émettre les avis, on n'est pas toujours obligé d'avoir les mêmes avis, ni d'être concordant en tout point, au contraire. D'ailleurs, on a encore une trentaine de minutes après le flash d'information, puisque Nadalam nous a rejoint sur le plateau d'Atlantique. Moi, je vais lui céder ma place et on va se retrouver pour la suite de notre émission. Et j'enjoins ceux qui nous écoutent, si vous avez d'autres avis ou des questions, à les faire entendre toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Eh bien, on n'est jamais suffisamment armé dans la vie pour faire face aux aléas, aux difficultés, aux épreuves. Alors, quand on est entrepreneur, il y a un certain nombre d'épreuves qu'on doit, entre guillemets, surmonter. Alors, d'abord, recruter les bonnes personnes, faire en sorte que ça marche. Et puis, le cas échéant, négocier. On est face à des clients et il s'agit, entre guillemets, de maîtriser également cet aspect-là. Alors, on peut le maîtriser avant de le vivre. On peut se casser les dents et ensuite essayer de rattraper le coup, Smaïl Bagage. Est-ce que vous faites allusion à quelque chose en particulier? Je faisais référence à la nécessité pour l'animateur de faire des passes décisives. Voilà. Non, mais full disclosure, on était en train de parler dans l'intermède publicitaire Voilà. d'un bouquin qui fait argument d'autorité dans le milieu de la négociation, qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux », qui a été écrit par un monsieur incroyable qui s'appelle Chris Voss, et qui était le négociateur en chef du FBI, en particulier pour les prises d'otages. Et c'était lui et ses collègues qui étaient mis en front avec les preneurs d'otages pour négocier. Et l'une des grandes conclusions du livre, c'est que la base d'une négociation réussie, c'est de faire, d'être à l'écoute de l'autre beaucoup plus qu'à l'écoute de son argumentation. Qu'en fait, le rationnel a très peu de place dans une négociation, et que quand on arrive à poser une relation forte avec la personne, c'est là où on arrive à obtenir ce qu'on veut. Oui, certains hommes d'État, on en fait presque. Oui. Voilà, ça c'était le résumé en 3 minutes. Maintenant, vous avez une demi-heure. Là, il y a un auditeur qui nous a contacté. Bon, c'est vrai que certaines poignées de main traînent un peu plus longtemps que d'autres. Alors, on va céder la parole à Si Jamal qui souhaite la prendre. Et comme on est à l'écoute de ceux qui souhaitent exprimer des avis ou des questions, on est à votre écoute, Si Jamal. Bonjour à vous. Bonjour. On est à votre écoute, Si Jamal. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste rapidement rebondir sur un commentaire que vous avez fait, qui était très sympathique, je trouve, qui relève plus du coaching que d'autres choses, mais je comprends complètement l'état d'esprit. C'est lorsque vous avez prétendu qu'il n'y avait nulle gloire de réussir dans un environnement fluide pour l'entreprise. Je voulais juste vous rappeler qu'on a beaucoup revu Darwin. Mais j'ai pensé à une phrase que je peux vous partager avec vous. Mais attendez, laissez-moi terminer, vous verrez. Ça va peut-être vous intéresser. Mais entre-temps, les biologistes ont beaucoup travaillé là-dessus et ils sont partis sur la notion de coopération. Oui. Parce que je vais vous dire, dans un environnement où il y a une entropie pareille, un chaos pareil, vous produisez beaucoup plus de vecteurs du chaos que d'entrepreneurs. C'est très important à garder en tête. C'est l'environnement. Vous avez beaucoup parlé d'environnement. Et vous avez des environnements qui sont positifs, qui permettent aux entrepreneurs de prendre des risques, d'aller de l'avant. Parce que l'être humain est comme ça. Ce n'est pas un animal solitaire. Il échange, il se compare, il est en compétition. Mais si vous mettez des barrières d'entrée partout, pour les petits acteurs, pas pour les étrangers, pas pour les grandes entreprises, pour les petits acteurs, pour les petites entreprises, vous pouvez être sûr que tout le monde, ceux qui ont 2-3 dirhams sur leur compte, ils vont basculer sur des actifs très peu risqués. Ça, vous pouvez en être sûr. Oui. Sur un environnement comme le nôtre, sans aller effectivement sur les nouvelles technologies, sans aller sur quelque chose d'extraordinairement complexe à mettre en place, sur un environnement tel que le nôtre, vous avez une administration qui multiplie des obstacles administratifs d'une manière extraordinaire. C'est quelque chose qui se dit et répète depuis les années 80. Non, mais c'est la croix et la bannière pour inscrire son fils à l'état civil. Hein. C'est pour vous dire. Donc, n'en parlons pas de la vie entrepreneuriale et effectivement du calvaire que vivent les uns et les autres. Mais ce que j'entends, c'est qu'il faut rendre l'environnement plus favorable, et je ne peux que vous donner raison. Mais c'est essentiel. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans les zones comme les Médinas, où vous avez plein de micro-entrepreneurs dont les actifs, le fonds de commerce, valent cher. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a
du chaland, pas parce qu'il y a du passage, mais parce que vous n'avez pas une intervention aussi pesante de l'administration, avec ses autorisations, ses dédales, ses labyrinthes, sa fiscalité complètement délirante de gens qui reçoivent un salaire à la fin du mois sans jamais avoir pris aucun risque. Vous allez voir que d'un seul coup, tiens, ça marche, extraordinaire, ça fonctionne. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons déjà une fiscalité incroyable pour les petits acteurs. Et ça veut dire que nous avons aussi des problèmes avec des gens qui ne comprennent pas du tout ce que c'est de créer la valeur. Ils ne comprennent pas ce que c'est d'avoir de la trésor à la fin du mois, sinon on meurt de faim. Non, ils ne comprennent pas ça. Et une administration qui se prétend acteur d'une économie, à mon avis, c'est qu'on est à côté de la plaque. Et l'autre problématique, notre État est très bon dans la digitalisation, dans sa capacité, y compris en utilisant l'intelligence artificielle, à gérer, comprendre, suivre tous les flux des populations. Mais c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout de l'idée de départ qui a été émise il y a une dizaine d'années? Protection sociale, revenus, fiscalité, on met tout sur une base de données centralisées et le citoyen, qu'il soit dans le cadre de sa citoyenneté ou dans le cadre de l'expression d'une entreprise, qu'il puisse avoir tous les papiers dont il a besoin. On s'en moque à la limite d'avoir 15 millions de demandes administratives, mais que l'on puisse avoir rapidement ces autorisations-là. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on tape en permanence sur l'État dans ce pays. Mais il faut taper aussi sur les entreprises. Les entreprises, il y en a beaucoup, énormément, qui créent des biais volontairement pour casser leurs concurrents. Ça peut être le petit hôtel qui va tout faire pour qu'on ne construise pas d'hôtel à côté. Mais c'est certain, il n'y a pas que des bienveillants. Mais si vous permettez, si Jamal, qu'est-ce que vous faites dans... Ouais, si je vous parle avec autant de passion, c'est que je suis entrepreneur. Absolument. C'est ce que. Oui. Je suis consultant. Et en tant que consultant, cela signifie que je suis un entrepreneur individuel. Et tout cela, je le vois. Mais je ne le vois pas uniquement du petit bout de la lorgnette. Je ne vois pas midi à ma porte. Je vois aussi tous les autres acteurs. Je n'ai aucun mépris pour les acteurs, quels qu'ils soient. Je peux vous donner n'importe quel exemple. Les taxis, pourquoi on a encore des agréments? C'est un truc de fou. C'est de la folie. Vous montez un système beaucoup plus fluide, vous allez faire basculer 50 000 personnes, tous les chauffeurs de taxi, dans la classe moyenne. C'est autant de pouvoir d'achat que vous avez injecté. Dans le taxi, il y a des gens qui perçoivent les revenus de ce taxi sans y mettre les pieds. Mais ça, c'est effectivement une autre paire de manches. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Nous, on pense toujours à des choses hyper complexes. Oui. Vous avez entre 10 000 et 15 000 chauffeurs sur Rabat. D'accord? Entre les grands taxis et les petits taxis. Vous posez une puce sur leur réservoir, vous avez une remontée immédiate sur leur consommation et donc de la taxation que vous pouvez poser en termes de TIC. Et pourquoi je pose la question? Est-ce qu'il faut prélever une taxe non déductible comme la TIC sur un service qui est de notoriété publique essentiel pour le déplacement des travailleurs? Je pose la question. Mais il ne faut pas taper uniquement sur l'État ou les entreprises. Nous aussi, en tant que peuple, nous sommes très souvent dans une logique d'acceptation de l'échec, mais à la limite d'une forme d'entretien de cet échec. C'est comme ça. On accepte le destin. Et on n'a pas envie. Et puis, on jalouse celui qui a la rente. On ne jalouse pas celui qui a réussi. Celui qui a réussi. Attention. Non, mais celui qui a réussi sans pour autant... oui. Ça vous donne même moi-même, je lutte contre cet état d'esprit. Ça nous donne une population qui est dans une forme de litanie généralisée où, on ne valorise pas le risque, ou 2, on ne valorise pas la compétence, ou 3,
On est toujours jaloux de l'autre pour sa réussite, mais on n'essaye jamais de faire mieux que lui. Et la dernière chose qui est importante, c'est que tout le monde pleure pour le système éducationnel. Oui, il est bazardeux. On a claqué, moi j'ai travaillé sur une étude sur les dépenses de l'éducation nationale. On a claqué 40 milliards de dirhams, on a endetté l'État encore plus pour des décennies et des décennies pour absolument aucun résultat. On n'a vu aucune poursuite judiciaire. Je demande pas de poursuite judiciaire. Je n'en réclame même pas, je m'en fous, je n'ai pas la capacité politique pour ce faire. Par contre, je dis aux jeunes, arrêtez de dire que le système éducatif est nul. Et moi, je suis un vieux pépère. Je vous jure que on ne trouvait pas toutes les informations, toutes les données, toutes les capacités de formation qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Évidemment, je ne parle pas des 40% de jeunes qui sont dans une situation telle où le plus important, c'est que ce que je vais bouffer à midi, c'est pas Internet. Mais je le dis, j'adresse ce propos aux jeunes qui veulent travailler, qui sont déjà formés. Allez sur LinkedIn, il y a plein d'offres sur LinkedIn, en remote, en distanciel. Ça, c'est la première chose. Allez sur Internet, allez vous former. N'attendez pas, la vie passe très vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous ai fait un état des lieux sur plusieurs domaines, mais surtout de grâce. Ne dites pas, c'est plus glorieux de réussir dans un cas pareil. Non, mais attendez, si je peux juste... déjà, moi, je trouve qu'on ne se trompe jamais quand on parle avec le cœur, c'est-à-dire qu'on partage une forme de perception qui est la nôtre en fonction du vécu qui est le sien. Non, je répondais à entre guillemets, la référence à l'Iliade. Où effectivement tout à l'heure dans l'esprit de l'entrepreneur il y a quelque chose qui est je vais pas emprunter le chemin le plus tranquille et plutôt le plus intranquille, et par conséquent c'est un chemin entre guillemets où je peux périr, mais on pourrait chanter des millénaires après mon nom. Donc il y a parfois la volonté, entre guillemets, de puiser son énergie dans, effectivement, une utilité supérieure qu'on pourrait donner à la société. Et donc, je disais simplement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et quelquefois, lorsque tout est là, on a moins de mérite à triompher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que la société fasse, elle, son chemin pour favoriser, effectivement, cette fibre-là. Parce que manifestement, toutes les sociétés, entre guillemets, dans la sphère décisionnaire, il y a cette volonté-là. Après, sur le terrain, est-ce qu'on y parvient? Quels sont les obstacles? Vous avez dressé un tableau en fonction de ce que vous percevez. Après, je vois que... Bon, je vais laisser le soin peut-être à Smaïl Bargachem de réagir aussi. Déjà, une chose, c'est la deuxième fois ce matin qu'on fait allusion à la seconde loi de la thermodynamique avec l'entropie. Donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est une émission de physique maintenant. De physique, de ce que vous voulez. C'est une réalité, c'est un constat. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Il y a une entropie incroyable dans notre pays. Vous avez raison. Moi, ce qui me vient à l'esprit dans ce qui a été partagé, c'est l'un des sujets sur lesquels j'ai le plus de plaisir à débattre, parce que de mon point de vue, c'est le fond du sujet de notre administration, de l'inertie qui existe dans notre pays, de l'excès de bureaucratie, de tout le reste. C'est le sujet des ressources humaines. Le grand problème, vous pouvez prendre ce problème-là sous tous les angles. Le grand problème, c'est qu'on est un pays dans lequel, dans les grandes institutions en particulier, mais dans les grandes institutions publiques en particulier, mais dans les grandes entreprises en général, on est un pays où on n'a pas la culture du renvoi. Les gens n'ont pas de motivation à prendre du risque à l'intérieur de l'entreprise, à faire que les choses se fassent. En revanche, ils ont une incentive très forte à ne surtout pas prendre de risques et à cultiver l'inertie. En fait, le problème n'est pas un problème des personnes qui sont à l'intérieur, c'est un problème de système, c'est un problème de culture. On est dans une configuration où, étant donné qu'on ne vire pas, eh bien, les gens ont une prime au fait de ne pas faire. C'est très politiquement incorrect ce que je dis, mais de mon point de vue, si on veut parler du véritable diagnostic de la problématique très aiguë dont parle monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. C'est Jamal. Jamal. Le fond du problème, c'est celui-ci. Il n'y a pas de motivation plus grande pour une personne qui est-ce qu'on ne corrige un état d'esprit, entre guillemets, que par la sanction? Non, il faut les deux. Moi, ce que je dis justement, on va prendre un exemple précis que moi, j'aime beaucoup prendre. Celui de Carlos Ghosn.
Oui. Carlos Ghosn, c'est pas le gars le plus consensuel qu'on connaisse. Hein. Mais là, on cherche l'efficacité, pas du consensus. C'est ce que cherche M. Jamal. Oui. Et Carlos Ghosn, quand il est arrivé à la tête des grandes entreprises qu'il a dû gérer, ce qu'il a dit, c'est il a eu affaire aux syndicats et les syndicats, les Japonais en particulier, lui ont dit on ne veut pas de fermeture d'usine, on ne veut pas de personne. Ils ont eu sa peau. Il leur a répondu de but en blanc je vais fermer des usines, je vais virer. Mais en revanche, je le dis publiquement à la télévision devant tout le monde, si mon plan ne fonctionne pas, moi et mon board, on s'en va. Oui. C'est-à-dire que la culture de la prise de risque, mais qui doit apporter du résultat sur toute la chaîne de valeur, n'est acceptable qu'à partir du moment où ce risque est vécu jusqu'au top de la chaîne de valeur, jusqu'au pic de la pyramide. Dans toutes les institutions, dans toutes les entreprises. Ah oui. Et quand on arrive à monter un système qui repose sur ces bases-là, l'inertie disparaît. On retourne dans la seconde loi de la thermodynamique, l'énergie cinétique commence. On commence à avoir et de la vitesse, et de l'énergie potentielle, et de l'altitude. Certains sont bien confortables là où ils sont assis. Oui, mais c'est ça le problème. C'est à partir du moment où vous êtes bien confortable, et où vous savez où de toute façon vous ne partez pas, quel incentive vous avez à sortir de votre zone de confort tous les jours pour faire que les sujets bougent? Quelle initiative? Simplement, des fois, on a simplement de la joie à bien faire. La parole la plus naïve depuis qu'on a commencé ce matin. Non, mais qui est heureux quand il n'y a pas de vie dans sa vie. Non, mais ça ne me dérange pas. Mais ça me dérange absolument pas. Mais le monde est drivé par de la naïveté. Si on n'a pas de candeur, si on n'agit que par calcul, il y a quelque chose en soi qui meurt. Les naïfs sont de grands faiseurs pour une raison très simple. Mais aujourd'hui, on est en train d'en faire la meilleure expérience. Oui. Ce que dénonce M. Jamal est vrai. C'est l'inertie. Pas la naïveté, c'est l'inertie. Mais l'inertie est de quel fait? L'inertie est de quel fait? Mais c'est l'idée de se contenter. Mais répondez juste à cette question. L'inertie vient d'où? Du fait qu'on se contente du confort. Et le confort ne donne pas du bonheur et de la joie de vivre. Et ça, c'est quand même très différent. Comment on fait pour obliger les gens à sortir de leur zone de confort? C'est ça le fond. Déjà, moi, je ne veux obliger personne. Déjà, les gens, s'ils veulent se contenter d'une vie moins vivante, c'est leur affaire. Et il faut simplement par l'exemple. Quand il y a beaucoup plus de lumière dans un espace, on a envie d'aller de ce côté-là. C'est tout. Moi, je suis de ceux qui pensent que le bonheur dans la vie est du fait de ce qu'on arrive à faire réellement, et du fait. Crois aussi. D'ailleurs, la métaphore que vous avez, qui vous a visiblement beaucoup plu, qui est celle de l'Iliade d'Homère et de l'Odyssée aussi. Oui. La grande métaphore qu'on tire de ces deux bouquins, c'est que le voyage l'emporte sur la destination. Absolument. Et dans cette métaphore, le voyage, c'est justement celui qui consiste à se sortir de sa zone de confort tous les jours. C'est comme ça qu'on devient heureux dans la vie. C'est pas en restant là où on est. Mais est-ce qu'on le décide pour les autres? On le décide pour soi-même. Mais quand on est dans une entreprise ou dans une administration, vous pouvez le décider à partir du moment où vous rentrez chez vous. Mais quand vous êtes dans une organisation qui vous dépasse, vous êtes un maillon dans une chaîne. Absolument. Mais si vous vous contentez, c'est votre affaire. Mais non, ça ne devrait pas être votre affaire. Ça devrait être l'affaire de tous que le pays fonctionne. Je propose de prolonger cette émission parce qu'il faudrait un round two. Non, mais je pense qu'il y a un round two parce que alors il y a des choses intéressantes dans les interventions de Si Jamal et dans les interventions de Si Barghash. Évidemment qu'il y a des choses vraies et factuelles. Après, comment on mesure la réussite d'un entrepreneur si la route est pavée et facile? Je ne dis pas que la route devrait être difficile, mais je dis que les obstacles administratifs qui font partie de notre quotidien, où l'administration s'est digitalisée depuis quelques années, ou depuis la création de ma boîte, mais je ne parle que de moi, on a vu la montée des auto-entrepreneurs parce que la fiscalité est beaucoup plus intéressante en mode auto-entrepreneuriat. Donc, on encourage quand même. Il y a de l'encouragement. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Il faut voir aussi le verre à moitié plein. Il y a des encouragements. Il y a la possibilité de garder son amour quand on est auto-entrepreneur, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, est-ce qu'on est à notre maximum en termes de facilitation de la vie des entrepreneurs? Je ne pense pas. On peut réfléchir, si les administrations nous écoutent ce matin, si les gens responsables nous écoutent ce matin. On aime à dire que les bonnes idées font leur chemin. Mais bien sûr, et on a le droit d'exiger aussi, en tant qu'entrepreneur,
pas qu'on nous facilite les choses, mais peut-être qu'on nous aide, parce que là aussi, un entrepreneur, si le Maroc veut plus d'employeurs que d'employés, s'il veut beaucoup plus de créateurs de richesse ou de créateurs de valeur que de gens qui consomment, à ce moment-là, qu'on aide les acteurs à être pleinement acteurs, et si effectivement les administrations, pas nous facilitent la vie, mais nous aident à nous concentrer davantage sur le business, sur nos idées, sur l'innovation, sur la créativité, sur les clients, peut-être qu'on offrirait, là aussi qu'on recruterait beaucoup plus de monde. Donc il faut un cadre, il faut de l'encadrement, mais je ne crois pas que jeter juste, j'allais dire effectivement, si Jamal parlait de son point de vue de consultant, il disait que lui-même était consultant, qu'il y avait des choses intéressantes, mais il y avait des choses négatives. Je pense que chacun va voir midi à sa porte, que chaque commerce ou chaque secteur d'activité va dire non, chez moi tout va bien. L'autre, il va dire non, chez moi ça va moins bien, etc. Mais qu'en tant qu'écosystème... En tant que fédération, c'est le cahier des doléances, ça, effectivement, c'est par nature. Mais c'est pas ça, c'est pas la plainte, en tout cas dans mon métier, c'est pas la plainte qui aide à avancer. C'est comment on peut s'organiser, quel est le réseau, quelle est la confédération, quelle est l'association, quelles sont les choses qu'on peut... Parce que seul, on ne peut pas faire changer les choses. Mais en créant un écosystème qui pèsera sur les forces, on va dire, qui n'aident pas l'éclosion des talents, de la start-up, etc., peut-être qu'on leur fera prendre conscience qu'il est nécessaire d'envisager les choses autrement, justement. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites. Je pense que ça peut être quantifié de manière assez simple. Vous mettez en abscisse l'aptitude à sortir les gens de leur zone de confort et en ordonner leur efficacité. La corrélation, c'est une gaussienne. Et c'est une gaussienne qui a probablement une variance assez faible, c'est-à-dire que ça monte très fort et ça descend très fort. Et donc en fait, la juste discussion à avoir, c'est celle du curseur. Où est le curseur aujourd'hui sur comment on arrive à créer des organisations qui sortent des personnes. On en parlait avec le foot tout à l'heure. Oui. Comment on arrive à sortir le meilleur des hommes. Aujourd'hui, peut-être que c'est certain que si vous en faites trop, vous tirez l'abscisse vers la droite et que par conséquent, c'est pas efficace du tout, puisqu'on a dit que c'était une gaussienne. Mais ce qui est certain au Maroc aujourd'hui, c'est qu'on est du côté où... On n'est pas du côté de l'optimum. Voilà, on n'est pas du tout à l'optimal. Mais le chemin se trace, c'est pas une fatalité. Oui, et il n'y a pas un seul chemin surtout. L'entrepreneuriat, c'est une question de mindset de toute façon. Il n'y a pas un seul chemin. Pour reprendre, il apprenait Sangolo à longueur de journée, c'est difficile, c'est compliqué, etc. C'est sûr que ça ne va pas nous aider à être des meilleurs entrepreneurs. Donc c'est une question de mindset. Il faut être résolument optimiste en étant entrepreneur. Et moi, je suis résolument du côté du respect des horaires parce qu'on a débordé. Et il est 11h58 et l'heure est aux actualités. Kamal Khassal va nous présenter les informations en langue arabe. Et la suite des programmes sera assurée par Ahmed Aloua, qui est responsable de la tranche suivante, Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.